Bonjour Thomas, je suis hyper contente et hyper honorée de t'avoir dans le podcast Potentiel. Merci à toi pour ton temps. Et ben merci à toi surtout de m'inviter. Je suis très content d'être là. Alors, ça a failli ne pas se faire parce qu'à plusieurs reprises, on a dû annuler, repousser la date de l'enregistrement, tant que tu es quand même bien occupé et bien pris dans ta vie. Donc, merci d'avoir maintenu quand même. Donc, je suis hyper contente. Et j'ai pour habitude de présenter mes invités pour expliquer en fait à mes auditeurs et auditrices pourquoi je choisis les invités avec beaucoup de soin. Et en quoi pour moi c'est pertinent voilà, d'inviter telle ou telle personne. Donc, je t'ai demandé avant la petite biographie, mais j'avais fait mes recherches quand même un petit peu avant. Mais voilà, alors, avant tout, on pourrait dire que tu es auteur et pas d'un livre. Je crois qu'il y en a 12, 2 romans et 10 jeunesse, si je ne me suis pas trompée dans les calculs, mais peut-être que je ne suis pas Ouais, à jour. c'est à peu près ça, ouais. C'est une douzaine de livres, un treizième là qui va sortir en Ah, décembre, un d'autres tu nous projets diras. Tu nous qui diras. sont. Mais je pense qu'en plus, l'épisode de podcast va sortir un peu à cette période-là, donc ça sera l'occasion que tu nous en parles. Euh, on peut dire que tu es quand même un homme engagé, tu es aussi musicien. J'ai vu sonothérapeute, je crois, sur Internet. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que tu veux nous préciser ce que c'est? Ouais, alors ça c'était il y a pas mal de temps, je fais plus ça depuis un moment, mais vu que j'ai travaillé avec certains éditeurs qui reprenaient les bios d'avant sans les mettre à jour. Ah, ouais. Ben, j'ai des projets récents avec cette bio-là, mais je suis plus du tout sonothérapeute depuis pas mal d'années maintenant. Mais en gros, c'était une sorte de massage bien-être avec des sons. Donc, Ah j'utilisais oui, je vois à peu des près. pannes, des gongs, des bols, des trucs comme Hmm. ça. Ah, c'est sympa, c'est sympa. Tu t'es décrit également comme animateur, formateur d'écriture. Et ça, j'ai vu effectivement que, bah, avec toute ton expérience d'écriture, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes, et moi aussi, il y en a beaucoup qui me disent, mais comment on se met à l'écriture, comment on se lance et tout. Et je sais que tu accompagnes justement des jeunes écrivains, écrivaines à se lancer, c'est ça? Ouais, exactement. J'ai fait des formations en ligne, une pour écrire un roman, une plus récente pour écrire un album jeunesse et une entre-temps pour animer des ateliers d'écriture, parce que c'est des espaces qui sont vraiment hyper chouettes. Ah, Et je fais des stages aussi en présentiel, mais là, c'est plus sur la créativité en général. C'est un truc qui me tient vachement à cœur, qu'on puisse s'autoriser à être créatif, s'autoriser à écrire, chanter, danser, à pouvoir exprimer qui on est à travers ces médias-là. C'est un truc qui me tient beaucoup, beaucoup à cœur. ah, c'est quelque chose qui va beaucoup parler à mes auditeurs, à mon avis. Et donc, on peut dire que tu es hyper engagé, en tout cas, moi, je le vois comme ça, sur le sexisme, l'agisme, le patriarcat, et tes livres en sont témoins. Alors, pour en citer que quelques-uns, parce que si je ne vais pas tout citer, mais donc, dans tes deux romans, les deux romans, c'est donc Le diable est un mec bien, et Dieu avec un E créa le sexe. Diable, Dieu, un truc, une dualité là qui se joue. Et dans les jeunesses, et alors j'ai eu la chance de lire beaucoup de tes livres jeunesse qui sont des pépites, il faut bien le dire. Et quand on s'intéresse à la parentalité non violente, bienveillante, positive, qu'importe le mot qu'on lui donne, mais en tout cas dans le respect et effectivement de cette lutte de l'agisme et du sexisme, c'est des véritables pépites de transmission intergénérationnelle. On a J'ai droit de dire non, qui est quand même un best-seller à mon sens, vraiment le livre à acheter quand même à tous nos enfants. Toutes les familles de mon village, qui est incroyable. Mes enfants l'ont adoré. C'est un livre inclusif pour les personnes qui ne savent pas, où justement on parle de tout type de famille, en fait, des familles avec, sans enfants, homoparentales, monoparentales, avec des âges différents, recomposées, enfin, il y a de tout. Et c'est fait avec beaucoup de poésie, comme dans tous tes livres. Un des derniers, pourquoi papy ne fait pas la vaisselle? Pépite, pépite. Celui-ci, faut le laisser traîner, je pense, sur la table du salon, tu sais, quand tu fais justement les repas avec les beaux-parents, les grands-parents et tout. Il est génial. Tu sais que je l'ai fait lire justement à mon beau-père qui justement correspond très bien au livre, qui s'occupe de plein d'autres choses, mais la vaisselle, c'est pas son truc, tu vois, clairement pas. Et je lui ai demandé de le lire aux enfants. Je fais, ah, j'ai reçu un nouveau livre et tout, donc c'était ça. Tu sais, ça a fait un petit moment là de froid, mais ça a donné une conversation intéressante. C'est ça qui est chouette aussi, forcément, tu vois. Je suis sûre que. Alors, j'allais dire, tu l'as écrit. Non, vous l'avez écrit parce qu'on va quand même citer ta co-autrice incroyable qui est Ophélie Cellier, avec qui tu écris pas mal de tes ouvrages aussi. Comment vous travaillez en collaboration d'ailleurs? Et ben, alors Ophélie, c'est petite précision, c'est aussi mon amoureuse, ça fait 9 ans qu'on est ensemble. Et du coup, on écrit pas mal ensemble. Et effectivement, c'est une collaboration qui est assez efficace parce qu'on n'a pas les mêmes forces Hmm. et on n'a pas les mêmes zones de confort, on va dire, dans le travail.
moi, j'adore vraiment le côté créativité, inventer l'histoire, faire la V1. Et elle adore vraiment le côté plus Aller dans les détails. faire correction, réécriture, mise en page, contact des éditeuristes. Et ça fait que c'est hyper complémentaire et que je sais, j'en suis absolument certain, et on en parle souvent, sans elle, je pense que j'aurais pas publié un seul livre. Donc, Je je serais pas comprends. allé au bout d'un seul projet. Donc, merci à elle. Comprends totalement cette complémentarité parce qu'avec mon mari, c'est la même chose et on se le dit très souvent. C'est vrai que moi, je suis enfin, sur les réseaux sociaux, on voit que mon visage, mais en fait, tout derrière de mon entreprise, que ça soit comptabilité, que ça soit le juridique, tout ça, c'est lui qui gère tout ça, en fait. Et donc, ma société aujourd'hui, elle serait pas du tout celle-ci s'il n'était pas là. Je veux dire, dans l'ombre, certes, mais très heureux là-dedans, lui, tu vois? Pour, compléter, et qu'on soit complémentaires parce que une entreprise, c'est pas ce qu'on voit seulement, tu vois? Il y a tout ce qu'il y a derrière. C'est comme toi, quand on écrit un livre, c'est pas seulement le livre, c'est comme tu dis, tout ce qu'il y a derrière, en fait. Donc, du coup, on pense très fort à Ophélie et on la remercie. Voilà, on vous remercie tous les 2 pour cette belle équipe et pour ces beaux livres. Les 4 premiers que tu as dit, ils sont actuellement plus disponibles parce qu'ils étaient Oh! avec une maison d'édition avec laquelle on a eu des gros soucis, J'ai bien visé, quoi, j'ai visé les bons livres. Mais c'est les préférés de 90% des gens. On Ouais, était hyper heureux de ces livres-là, vraiment, on était hyper fiers. Euh, mais voilà, actuellement, ils sont plus disponibles. On va les refaire à un moment ou à un autre, c'est sûr. On va retravailler de nouveau avec d'autres maisons d'édition pour qu'ils ressortent parce que on reçoit des messages quasiment tous les jours de «Je cherche toutes les familles, j'aimerais beaucoup, mais je mmh. le trouve nulle part, comment je fais?» et, euh, et du coup, on a hâte de les sortir de nouveau. Attends, il Donc, y a Le merci. Chemin aussi. Il y a un ça c'est bon, c'est une bonne maison d'édition, ça va? Oui, ouais, ouais, celui-là, il est complètement disponible. Ouais, Ah ouais, oui, ouais. Le Chemin, très joli aussi. J'en parle un petit peu parce que je l'ai relu récemment, tu vois? On l'a sorti des cartons parce qu'on a déménagé. Mais c'est vrai que le chemin, ça nous rappelle surtout à nous, adultes, en fait, que parfois on est très oppressés quand on veut amener nos enfants parce que, bah, c'est sûr que nous on programme, nous on réfléchit, on a une charge mentale et donc on a des choses à faire et quand on veut amener les enfants à tel ou tel endroit, eh bien, il faut qu'on y aille et nous, notre objectif, c'est d'aller à tel endroit, en fait. Alors que tout au long du chemin et c'est justement ça l'histoire, les enfants s'émerveillent de plein de petites choses que nous, bah, c'est bon, un peu banal, on fait plus attention. Parce que nous, on va plutôt faire attention on va faire attention à quand on traverse, si, il y en a aucun qui tombe, si, comment ça se passe dans la rue et on remarque pas qu'entre-temps, les enfants, bah, en fait, ils s'émerveillent, il y a une créativité incroyable et leur principal souci, objectif, eux, c'est pas du tout le point B, c'est-à-dire le point d'arrivée, c'est de profiter tout au long du chemin. Et ces livres que vous faites effectivement avec Ophélie et que je trouve assez incroyable, c'est qu'ils parlent autant aux enfants qu'aux adultes. C'est-à-dire que, évidemment, souvent, c'est un moment qu'on partage avec nos enfants, la lecture, mais c'est astucieux. Moi, je me rappelle que je faisais la même chose avec mes livres, donc c'est pour ça que ça me parle aussi. Mais comme forcément on échange avec nos enfants et que c'est nous qui lisons en général quand ils sont petits, ça nous bah, en fait, c'est stratégique, ça amène aussi des messages aux adultes, en fait. Donc il y a ce côté intergénérationnel assez incroyable et je pense que grâce à tes livres, on se reconnecte aussi à notre âme d'enfant, donc merci pour ça. Merci beaucoup. Pour ces mots, ça me touche beaucoup. Et encore plus venant de toi, je te l'ai déjà dit 1000 fois, mais moi, les albums jeunesse qui m'ont le plus fait pleurer vraiment à chaudes larmes, c'est ceux que tu as écrits. Et du coup vraiment, je me souviens très, très, très bien de cette sensation dans mon corps Mmh. quand j'ai lu pour la première fois tes albums jeunesse, c'était tellement beau, tellement touchant. J'ai vraiment pleuré et on n'a pas d'enfants, mais je les lisais quand même pour moi. Et à chaque fois, ça me remuait, mais vraiment, vraiment fort Ouais, Voilà, donc tu merci. vois, nos âmes d'enfants se sont connectées à travers nos livres. C'est ça. Bon, alors on va parler aussi d'autres choses parce qu'on est là pour ça et moi j'avais envie de mettre en valeur, aussi tes particularités. Et j'avais envie de te poser une question que souvent je pose en fait, et qu'on me pose souvent, c'est: est-ce que tu t'es déjà senti en décalage? Ce sentiment de se dire que tu es pas sur la bonne planète, tu vois? Et si oui, quand est-ce que ce sentiment est apparu? Est-ce que c'était plus jeune, adulte? Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, grave. Ça sort du J'ai cœur! ressenti ça plein de fois. Ouais, carrément. J'ai ressenti ça plein de fois. Alors maintenant, j'ai un groupe d'amis, une famille que je me suis
construite où on partage plein de valeurs et où on partage plein d'atypies. Et du coup, bah, on se comprend et on a l'impression de vivre ensemble sur la même planète quand on est ensemble, même si des fois, ça reste très dur. Euh, mais oui, à plein de moments de mon enfance, je comprenais pas. Je crois qu'il y avait beaucoup d'incompréhension. Euh, alors, c'est très bête, hein, mais il y a un moment qui m'a pas mal marqué. C'est vraiment bizarre, mais j'étais assez petit et il y avait Vidéogag qui passait à la télé. Oui, c'est vieux ça. Et c'est vieux. Et je me souviens qu'il y avait pas mal de gens dans la pièce et tout le monde riait vraiment à éclat de voir des gens tomber et se faire mal. C'est un Et enfant pour dans moi. une incompréhension mais totale mais vraiment pas un jugement de ils sont bêtes, mais vraiment de qu'est-ce qui cloche chez moi ou qu'est-ce qui je comprends pas ce que je comprends pas, j'arrive pas à voir ce qu'il y a de drôle. Moi, j'avais juste mal pour les gens, j'avais envie de sauter dans la télé, de leur faire un gros câlin Carrément. et ce moment précis de voir ce décalage de ah ok, donc ça peut être drôle de voir des gens se faire mal, ça peut être drôle. Qu'est-ce qui se passe? Mais je te rassure, hein, même maintenant, je comprends toujours pas. Parce que moi, quand quelqu'un tombe, j'ai cet effroi de se dire, ah, est-ce qu'il s'est vraiment fait mal? Enfin, je veux dire, ça a l'air. Et je me rappelle de certaines chutes justement dans la vidéo gag, c'est plus genre, oh, mais ça va, mais enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin d'aller à l'hôpital, il n'y a pas le SAMU. Enfin, tu sais, ça, c'est plutôt mon premier réflexe, en fait, que plutôt de rire. Parce que en fait, il y a des chutes, elles sont. Vraiment, mais en fait, on pourrait vraiment se faire très mal, tu vois. Donc, non, je comprends, je compatis. Je ressens la même chose que toi. Mais tu vois, tu viens de Ouais. dire une phrase qui est hyper intéressante. Et chez les atypiques, il y a souvent cette dualité entre qu'est-ce qui va pas chez moi et qu'est-ce qui va pas chez les autres. Tu vois, on est toujours un peu en se dire, attends, c'est moi ou ça va pas ou c'est les autres, tu sais, un peu. Il est où le... Et est-ce que ça, finalement, cette sensation d'être un petit peu à part, est-ce que ça t'a apporté préjudice pour t'insérer socialement lorsque tu étais enfant ou adolescent? Hmm. Ouais, je crois qu'il y avait des groupes d'amis dans lesquels c'était un petit peu dur parce que et moi, par exemple, j'ai toujours eu un petit peu du mal avec le small talk. Hmm. Et depuis petit, j'aime bien qu'on parle de trucs un peu vrais, ou des blagues, et on rit ensemble, et on Ouais. se divertit ensemble. Ah, c'est clair, Ou, on est dans un moment humour, ok, on y va. ou si on parle de trucs un peu vrais. Alors c'était, du coup, j'avais eu un appel pour ça, que je sentais très fort et que je m'ennuyais quand on parlait, par exemple, des autres. Ça m'ennuyait beaucoup. Et en même temps, vu qu'on est dans une société quand même assez sexiste où les garçons, ils sont pas censés parler de ce qu'ils ressentent et que moi, on m'a pas appris à parler de ce que je ressentais, et ben j'étais dans un truc où c'était un petit peu, c'était un petit peu compliqué parce que j'avais cet appel-là et en même temps, j'avais aucune clé pour le faire. Vraiment, vraiment aucune. Et on ne m'invitait pas à le faire. Moi, je suis dans une famille un peu de grand mutisme où on parle pas de ce qu'on ressent. Euh, je suis en train d'écrire un spectacle en partie là-dessus et je parle de ça à un moment, je dis, en fait, le jour où mon père est mort, on n'a pas, je sais pas, du jour au lendemain, on a perdu mon papa, c'est du jour au lendemain, il n'a plus existé. Ah ouais, d'accord. Il n'avait jamais existé. Ma mère, c'était devenu la Vierge Marie qui a eu 4 enfants par l'Immaculée Conception. On n'a plus jamais reparlé de mon père, on ne s'est jamais posé autour d'une table pour dire OK, c'est quoi vos souvenirs, qu'est-ce que vous ressentez, c'est comment pour vous d'avoir perdu toi, maman, ton mari depuis 25 ans et nous, notre papa. Il y a jamais eu ça. Du jour au lendemain, quasiment. Ouf. Et du coup, j'avais pas trop de clés, quoi. Alors, c'est assez fou quand même, parce que quand on voit maintenant ce que tu écris, comment tu t'exprimes aussi sur les réseaux sociaux, comment tu as développé ça, en fait? Comment tu es passé du mutisme qu'on t'a inculqué, même si on sentait bien qu'au fond de toi, tu avais besoin et voilà. Et puis tu le dis aussi, en tant que petit garçon, c'est encore différent, parce que nous, les filles, on nous invite au collège d'arrêter de jouer, de nous asseoir et de parler. Bon, qu'on le veuille ou non aussi, tu vois. Et les petits garçons, il vaut mieux que tu ailles faire du foot.
Parce que bah, s'asseoir et parler, bah, c'est pas vraiment. Et on le voit encore chez les hommes, d'ailleurs, adultes, lorsqu'ils vont pas bien, une tape dans le dos, c'est censé repartir, quoi. Allez hop, tu vois, tu repars au charbon, quoi. Du coup, voilà, toute cette sensibilité et cette candeur qu'on ressent en fait dans tes écrits, dans ton travail, comment t'es passé de l'un à l'autre? Eh ben, je crois que il y a plein de choses. Déjà, il y avait un appel vraiment à l'intérieur très 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 fort qu'elle allait vers ça. Et je crois qu'il pouvait pas aller vers autre chose. La chance aussi de rencontrer des gens qui avaient ce même appel, des gens. À un moment dans ma vie, voilà, je me suis entouré de gens vraiment vraiment qui me ressemblaient, qui étaient attirés par l'art. On était vraiment le cliché au lycée des, euh, des babos sans bolas qui faisaient de la guitare dans le parc, tu vois. Mais n'empêche que c'était un cadre qui m'allait vachement bien parce que je me sentais dans un truc où il y avait de la bienveillance, de l'écoute. Alors il y avait aussi plein de jugements, des dogmes, des croyances, des certitudes comme absolument partout. Et ça, malheureusement, l'humain est fait de telle sorte que je pense malheureusement pas qu'on puisse faire sans. Mais je me sentais vachement bien dans ce cadre-là, donc ça m'a beaucoup appris. Et après, j'ai voyagé beaucoup, et ça aussi, je trouvais qu'il y avait de rencontrer des gens qui, qui étaient à l'aise à parler de ça et de faire l'expérience plein de fois à la suite. En fait, quand je vois quelqu'un qui parle profondément de ce qu'il ressent à l'intérieur, je ressens pas une envie de m'éloigner, mais au contraire, je ressens de l'amour et une envie de m'approcher encore plus et de découvrir encore plus. Je crois que par l'expérience aussi, on apprend beaucoup. Et puis après, vraiment le truc qui m'a le plus aidé, je pense, c'était la découverte de la CNV. Mm. T'as eu Thomas d'Adambo en invité, Ouais. évidemment. C'est une personne qui m'a beaucoup inspiré. Et ouais, la découverte de la CNV, ça m'a beaucoup, beaucoup apporté de clés, justement, que j'avais absolument pas pour me comprendre, pour essayer d'écouter les autres, de rentrer dans leur monde, rentrer dans mon monde. Ouais. On va aller sur le côté un peu plus scolaire, sur ton parcours aussi. Est-ce qu'il a été semé d'embûches ou est-ce que ça a été facile pour toi? Eh bien, écoute, un peu les deux. Euh, Moi, j'ai jamais travaillé à l'école. C'était vraiment pas un truc qui m'emballait. Et j'avais aucun attrait pour apprendre par cœur. Par contre, j'avais une curiosité qui faisait que j'adorais comprendre les choses. Mm. Et du coup, à partir d'un moment où un sujet m'intéressait, je prenais vraiment, vraiment beaucoup de plaisir. Quand un sujet m'intéressait pas, j'arrivais pas. Voilà, ça ne marchait pas. Je faisais autre chose. Je vois très J'étais bien. partais dans mes rêves. Il se passait plein de trucs, mais j'étais pas là. Alors là où c'était très chouette, c'était euh, les parties récréation et cours que j'aimais, parce que là vraiment je me sentais hyper bien, ça nourrissait plein 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 de choses à l'intérieur, de liens, d'apprentissage, de découverte et tout ça. J'ai vraiment des souvenirs plutôt joyeux de l'école. Mais un truc moi qui m'a vraiment 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 beaucoup beaucoup marqué, beaucoup touché, c'est le rapport à l'autorité Mm. et l'agisme en fait que j'ai vécu et que tous les enfants vivent. Et c'est pour ça que c'est Encore aussi aujourd'hui. encore aujourd'hui, ouais, tristement. C'est aussi pour ça que c'est un sujet qui est profondément en moi. C'est que vraiment, à l'école, j'ai vraiment des souvenirs très, très, très clairs où j'avais des énormes blessures d'injustice où je comprenais pas pourquoi est-ce que cette personne, elle avait autant de pouvoir sur moi et que c'était légitime pour tout le monde qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait, qu'elle pouvait me disputer, qu'elle avait un contrôle sur mon temps, elle pouvait me faire rester plus longtemps si elle voulait, elle pouvait me faire partir de la classe si elle voulait, qu'elle pouvait euh, être violent dans les mots, qu'elle pouvait me frapper. J'ai eu des profs qui étaient violents physiquement aussi, et que c'était normal pour tout le monde, et que c'était vraiment normal. Et que par exemple, moi j'ai vraiment des souvenirs très forts de cette injustice auquel là, il y a un prof qui vient de me pourrir pendant 5 minutes à me dire que j'arriverais jamais à rien dans la vie, que j'étais nul, que j'étais bon à rien. Oui, Euh, d'accord. et, et tout le monde, c'est OK, c'est même presque légitime, presque, c'était voilà l'adulte qui éduque l'enfant, et moi qui, le lendemain, par cette même personne, euh, on m'insulte un peu indiscipliné, mais encore plus violent, j'ai plus le mot exact qu'ils employaient, parce que j'étais rentré dans la classe en souriant. Ah oui. Je me Mm. disais, waouh!
Alors, un adulte, ça a le droit, avec légitimité, de m'insulter, me pourrir, me taper, avoir un contrôle sur mon temps, ce que je mange, tout. Et moi, quand je souris en tant qu'enfant, même sourire, c'est déjà un Un acte peu de de défiance. respect pour eux, ouais, c'est ça, c'est ça. Alors attends, on va revenir sur une parenthèse parce que je pense qu'il y a peut-être des personnes qui savent pas ce que c'est l'agisme. Est-ce que tu veux nous l'expliquer? Ouais, carrément. En fait, l'agisme, c'est l'idée d'avoir un comportement en fonction de l'âge de quelqu'un. Par exemple, se comporter avec une personne très jeune avec un biais de contrôle, d'autorité, de pouvoir, ou même avec quelqu'un de plus vieux. Voilà, en fait, euh, modifier son comportement en fonction de l'âge de la personne, quoi. Ah Et c'est ouais. un truc qui est systémique et qui est vraiment hyper, hyper ancré dans notre société, quoi. Après, il faut s'adapter à l'âge, on est bien d'accord. Mais là, c'est dans le sens effectivement de se dire qu'il y a une inégalité parce qu'on n'a pas le même âge en fait. Et Ouais. donc ça, c'est ce que tu as ressenti. Je voulais aussi revenir sur tes atypies. Est-ce que tu les as découverts enfant ou adulte? Non, plutôt adulte, enfant. On savait que j'avais des trucs un peu bizarres. On m'a envoyé J'adore. voir Il y a un truc qui spécialiste. cloche chez lui. C'est ça. C'est ça. Il y avait des trucs un peu chelous. Et, et en même temps, Bah oui, tu souriais dans je la crois qu'il n'y avait classe. pas encore ces mots-là. Oui, voilà, ça. J'avais l'outrecuidance de sourire. N'importe quoi. L'audace, c'est ça. C'était chelou. Un jour, on l'a amené voir le psy, c'était pas normal. Mais même à la maison, je crois que en termes d'émotion, j'étais très intense parce que et encore aujourd'hui, je sens, par exemple, quand il y a de la tristesse ou de la joie ou de la peur ou de la colère, c'est vraiment extrêmement intense ce qui se passe dans mon corps. C'est comme une sorte de raz-de-marée, de tornade. Et du coup, maintenant, j'ai appris à surfer un peu sur la tornade. Ça, c'est chouette. Hein, ouais, ouais. Enfant, déjà, en tant qu'enfant, quoi qu'il arrive, on n'a pas le cerveau assez mature pour gérer nos émotions. Mais en plus, quand elles sont de la taille d'un système solaire, c'est vraiment hyper, hyper compliqué. Et ça, j'ai entendu toute mon enfance, ma mère parler de justement ces émotions, que j'étais susceptible, que j'étais euh, fort dans mes émotions, quoi, que c'était intense. Avec ce que tu nous as dit précédemment sur ta maman, c'était un peu deux mondes opposés qui se rencontraient. On dit souvent, alors on y croit pas, mais qu'on a dans une fratrie en tout cas un enfant challenge. Un enfant qui est là pour justement t'apporter ce que tu ne serais pas capable de faire seul et pour te montrer un nouveau chemin. Et si tu, en fait, c'est ça qui est assez incroyable, c'est que la seule personne pour laquelle, dans le monde entier, tu serais capable de dépasser une montagne, ce sont tes enfants en général. Et donc, quand tu as un enfant comme ça, bah oui, c'est challengeant. Moi, j'en ai un aussi dans ma fratrie, tu vois. Et je trouve ça incroyable. Alors moi, je le vois plutôt positivement, mais je peux comprendre que pour certains parents, ça peut être angoissant. Il y a beaucoup de parents, tu vois, qui viennent à moi en disant, bah, cet enfant, il est comme ci, comme ça. Et en fait, ils s'angoissent pour l'avenir de cet enfant en disant, mais il ne pourra jamais s'adapter à ce monde qui est violent et lui, il est trop sensible. Et donc, du coup, tu vois, ils veulent absolument qu'il soit plus fort alors qu'il n'est pas faible. Ou bien, c'est des parents où, parce qu'ils ont bloqué aussi, eux, la sphère émotionnelle, avoir un enfant qui, lui, a cette intensité émotionnelle eh bien, ça fait casser la carapace et ça, ils veulent pas parce qu'ils peuvent pas, parce en fait, ils ont tellement vécu avec longtemps qu'ils savent plus comment vivre sans, en fait. Et donc là, deux mondes s'affrontent. Euh, Est-ce que ça te parle avec ta maman? Et ben, en fait, c'est assez dur à dire parce que je sais pas trop ce qu'elle ressentait à l'intérieur. Euh, Moi, ma maman, je la vois vraiment quand même comme une montagne, un roc hyper solide. Et je l'admire vraiment beaucoup pour ça. Je trouve qu'elle a un truc qui est encore aujourd'hui, et peut-être même plus que jamais, où aujourd'hui, on a une relation avec ma maman qui est tellement belle, qui est tellement puissante, où elle écoute beaucoup, elle a une vraie capacité d'écoute aujourd'hui, qui est hyper impressionnante, où elle va pas me dire stop si je dis des choses qui sont inconfortables pour elle, elle va me poser des questions sur comment c'était enfant de vivre certaines choses, et elle va vraiment m'écouter. Et, et, et en plus, Ophélie, mon amoureuse, donc, qui a une vraie capacité à poser des questions touchantes quand on est tous les trois.
à chaque fois, en fait, on se retrouve en larmes parce qu'il y a des super beaux moments de rencontres et de communication qui sont tellement, tellement réparateurs et tellement, qui font tellement du bien dans le cœur. Donc maintenant, actuellement, et puis en fait, à l'époque, quand moi j'étais enfant, ma maman, elle avait quatre enfants à gérer, plus un restaurant. Et du coup, elle avait, je pense aussi, pas le temps. Moi, je comprends même pas comment elle a fait aujourd'hui pour gérer tout ça. J'en serais parfaitement incapable. J'en serais parfaitement incapable. Non, Quatre l'admiration enfants, que tu lui portes. restaurant, un papa qui était émotionnellement aussi, il avait pas mal de phases dépressives et du coup, c'était intense à porter aussi. En plus, un homme né dans les années 60, donc en termes de partage de la charge mentale et des tâches Euh, ménagères, c'était pas incroyable. Autre Donc elle porte génération. ça, Ouais. même si aujourd'hui c'est pas beaucoup Ouais. mieux, mais ouais. Ok. Donc on sent effectivement quand même que cette sensibilité, en tout cas de ce que moi j'en comprends, c'est que ça a pu quand même te porter vers des personnes, vers des relations plus authentiques. Et avec le temps, finalement, à assumer de plus en plus, alors que d'autres auraient pu prendre un chemin différent et se faire de plus en plus. Tu vois, moi j'ai eu beaucoup de témoignages d'atypiques qui me disent qu'aujourd'hui ils ont du mal à avoir des relations avec d'autres personnes, à s'ouvrir parce qu'ils ont beaucoup souffert. Que genre, tu sais, j'entends souvent le bah ça va, trop bon, trop con. Que je trouve dommage parce qu'en fait, c'est non, en fait, on n'est pas plus con parce qu'on est bon. Peut-être qu'on n'a pas été avec les bonnes personnes, tu vois, on pourrait peut-être le voir autrement. Euh, Est-ce que tu as un conseil à ces personnes qui n'ont pas pris le même chemin que toi et qui auraient peut-être besoin un peu d'espoir, de se dire, mais c'est possible en fait de bien s'entourer et de réparer certaines relations? Alors moi, je suis hyper mauvais en conseil parce que je me considère comme hyper chanceux d'avoir vécu ça de cette manière-là et d'avoir été entouré de cette manière-là. Et du coup, il y a toujours des voix dans ma tête un peu qui me disent t'es qui pour, avec cette chance-là pour donner des conseils à des gens qui ont peut-être eu infiniment moins de chance et qui n'ont pas fait ces rencontres-là et que si tu étais à leur place, tu serais peut-être encore plus au fond du trou, quoi. Donc, en termes de conseils, moi, je suis toujours très, très, très mauvais parce qu'il y a toutes ces voix qui viennent pour me dire euh, pas légitime, enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois, je vois. Donc, tu n'as pas de conseil. Bon, vous n'avez pas de conseil de Thomas, voilà, sachez-le. Et après l'authenticité, moi, c'est un truc qui me fait tellement de bien que j'ai envie toujours d'inviter le monde à plus une invitation qu'un conseil, c'est vraiment ou même un témoignage quoi, de à quel point réussir à être complètement soi et à chanter qui on est, à danser qui on est, à partager qui on est au monde, c'est délicieux et bien sûr c'est un privilège de pouvoir le faire, mais quand on a cette chance, c'est assez assez magique quoi. Et donc, en parle justement, tu vois, ça me fait penser à ton militantisme et à tout ce dont tu en as parlé précédemment. Et tu nous as donné un exemple, plusieurs exemples d'ailleurs, avec Vidéogag ou avec l'agisme et ce truc où bah, tu ressens, tu disais, mais pourquoi en fait les profs ont autant finalement d'emprise sur moi? Euh, Est-ce que tu penses que justement cette intensité, cette sensibilité, ce rapport au monde bah, fait ce que tu es aujourd'hui et maintenant dans ta quête du militantisme? Je veux dire, c'est venu comment en fait? Est-ce que tu as l'impression que c'est venu naturellement et qu'en fait c'était juste normal à un moment donné de vraiment mettre ton travail au service de tes valeurs? Ou est-ce que c'est à un moment donné tu t'es dit non mais attends, je dois absolument passer à l'action, là c'est plus possible. Qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là en fait? Ouais, c'est intéressant. Merci de poser cette question. Je crois que c'est depuis assez longtemps, en fait, quand il y a une sorte d'empathie naturelle très, très, très forte qui est là et qu'à chaque fois que quelqu'un ressent quelque chose, on le ressent aussi en empathie. La vraie question qui se pose, c'est mais pourquoi il y a pas, comment on peut ne pas agir, comment on peut ne pas se sentir concerné, quoi. Et en plus, vu que moi j'étais très jeune, hyper interpellé par les dynamiques de domination, donc en l'occurrence avec l'agisme, euh, quand en grandissant, je me suis rendu compte qu'en fait il y avait plein d'autres dynamiques de domination, dont certaines euh, dans lesquelles je faisais plus partie de ceux qui dominent que ceux qui sont dominés. Et ben,
je ne pouvais pas ne pas m'intéresser, je ne pouvais pas ne pas me poser des questions et écouter des gens qui en sont victimes et voir à quel point ça peut être douloureux et le ressentir dans mon cœur, à quel point, ah ouais, waouh, qu'est-ce que ça fait mal. Euh, Beaucoup de personnes, enfin, tu vois, vont penser la même chose que toi et se le disent au quotidien en disant, mais c'est pas possible, c'est horrible, dans quel monde on vit, tu vois, on se le dit souvent, il suffit de toute façon d'allumer les réseaux sociaux, les médias, pour sortir un peu de notre bulle parfois confortable, se dire, mais waouh, il y a tant à faire. Parfois, on peut se sentir, tu sais, comme trop petit pour faire quelque chose. Euh, Toi, tu es passé à l'action. Est-ce que il y a encore cette frustration de dire que c'est pas assez? Est-ce que tu en arrives à dire, bon, je fais à mon niveau et c'est OK aussi parce qu'à un moment donné, à s'épuiser, on peut plus passer à l'action du tout, tu vois, si on est tout partout. Comment tu as trouvé ce compromis idéal aussi? Est-ce que déjà tu l'as trouvé sur, voilà, il y a des injustices et je passe à l'action? Ouais, je pense que je suis encore en recherche. Moi, je trouve que effectivement, il y a une grande frustration de je fais pas assez et je pense qu'elle est légitime cette frustration parce que effectivement, concrètement, je pense que je fais vraiment vraiment pas assez. J'ai envie de faire beaucoup beaucoup plus et en même temps, j'ai aussi envie de respecter ma place. Voilà, en tant qu'homme, de pas prendre trop de place, de pas prendre ouais trop de place. Je crois que c'est Là, vraiment tu ça. parles par rapport à la lutte contre le sexisme, plus Ouais, précis. par exemple. Ouais, 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 c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que tu aimerais faire et que peut-être tu t'empêches de faire alors? Je sais pas s'il y a quelque chose que j'aimerais faire et que je m'empêche de faire. C'est juste que j'ai une sorte de vigilance constante de où est ma place. En fait, je crois que je suis en questionnement permanent sur plein, plein, plein d'aspects de mon propre travail. Est-ce que ça sert vraiment? Est-ce que ça fait que prêcher des convaincus? Est-ce que ça renforce une division ou pas? Est-ce que ça renforce un truc vers quoi j'ai le plus envie d'aller, c'est-à-dire un monde avec plus d'équité et de bienveillance? Ou est-ce que ça fait le contraire? Et quand même je réponds parfois à des mascus et que je vois que dans les commentaires, ça attise de la colère envers ces personnes-là et il y a des insultes ou que eux-mêmes, ça arrivait une fois, se fait après un peu cyberharceler, pendant des semaines, des mois, je me demande est-ce que c'est juste que du coup, malgré les paroles parfois vraiment choquantes, très, très, très choquantes et très dangereuses que cette personne a eues, ben moi, j'ai pas envie qu'il, lui, il subisse de la tristesse, de la colère, du rejet et que ça, non seulement parce que à vivre c'est horrible, mais en plus que ça peut faire l'inverse de ce que j'ai envie de vivre, c'est-à-dire créer encore plus de division et que cet homme déteste soudainement encore plus les femmes et encore plus les féministes et encore plus. Et du coup, je suis en questionnement permanent, quoi. Ça n'arrête pas. Alors, tu as utilisé le terme de mascu, je suis pas persuadée que tout le monde comprenne. Dis-nous en plus. C'est quoi un mascu? C'est quoi un mascu? Vas-y, vas-y. J'aime bien, je veux savoir ta définition. Alors, les masculinistes, c'est un mouvement souvent en opposition avec les féministes qui pensent que il y a une réelle hiérarchie. Alors, ils le disent rarement comme ça, mais dans Oh, leurs propos, il y c'est a quand même. même des formations pour eux, hein, il me semble. J'ai vu ça Ouais, sur... il y a des formations, hein, carrément. Ah ouais, ouais. Tu payes cher, hein? Il y a Tu vas avoir un homme qui va expliquer à quel point, en tant qu'homme, tu es supérieur aux femmes et que ce qu'elles aiment, c'est être dominées, en fait. Elles disent que non, mais en fait, c'est ce qu'elles aiment vraiment et ce dont elles ont besoin. J'ai vu des formations comme ça très complètes sur le sujet. ça, c'est un de leurs grands trucs. Ne jamais écouter les femmes. Il faut surtout pas écouter les femmes Voilà, parce qu'elles ne savent pas ce qu'elles veulent. c'est Nous, ça. on sait. Voilà, c'est Donc, ça. si elle te dit non, je n'aime pas ça, l'écoute pas elle. Sache Mm. que moi, je sais, elle aime ça. Tout C'est est d'un dans le danger gène Y, en fait. dangereux. C'est ça. C'est ça. Ok. Donc pour toi, si je comprends bien, ça a été une suite logique à un moment donné, en grandissant, de te rendre compte de toutes les inégalités. Euh, Pourquoi les réseaux sociaux? C'est vrai que tu fais des vidéos sur le ton de l'humour qui essayent, elles sont bien faites, elles sont bien faites, hein. Il faut bien reconnaître que ça donne envie de rigoler de la situation. Donc tu ironises énormément les choses pour faire passer un message. C'est jamais fait dans l'insulte ou absolument pas. C'est fait avec beaucoup d'ironie. Après, comme tu dis, malheureusement, ça peut aussi déclencher voilà, de la colère et autre chose. Mais comment t'en es venu à dire je vais partager ça à travers les réseaux sociaux?
Parce que, tu sais, souvent, moi, j'ai beaucoup d'hypersensibles qui me disent, j'ose pas m'afficher sur les réseaux sociaux. Hmm. Mm. Ouais, moi, c'était un long processus. Alors, au début, j'étais pas du tout. En fait, j'ai jamais pensé à faire ça. Je me suis jamais dit, tiens, j'ai envie de m'afficher sur les réseaux. Pas du tout, du tout. Et au début, j'avais un premier compte où je parlais de ça, entre autres choses, mais je le faisais avec uniquement de l'écrit. Et je partageais des extraits de textes que j'écrivais, de réflexions et tout ça en slide sur Instagram aussi. Et, euh, Et un jour, enfin, en fait, je crois que ça m'amusait plus vraiment et ça me prenait vraiment énormément de temps d'écrire. Et en plus, dans l'écriture aussi courte avec les réseaux sociaux, c'était difficile d'y mettre qui j'étais vraiment. Fallait être quand même très synthétique. C'était assez compliqué. Et un jour, avec diverses circonstances, j'ai découvert TikTok et qu'on pouvait en fait faire des vidéos sur des sujets Live. et qu'on pouvait même répondre à des gens qui font eux-mêmes des vidéos. Je me suis dit, ah ouais, ok, il y a un truc intéressant à faire. J'essaye, mais je me dis, j'essaye en me disant que j'allais très certainement pas continuer parce que ça me ferait trop peur, parce que j'aurais des retours pas sympas, parce que, enfin voilà, pour mille raisons, en fait, on a toujours mille raisons d'arrêter. Et au final, je me suis très vite rendu compte que j'y prenais du plaisir et que ça m'amusait et que, en fait, ce truc-là, parce qu'avant déjà, en fait, avant ça, je consommais beaucoup, beaucoup de contenu militant qui me révoltait, mais ça me révoltait moi dans mon coin et soit je savais pas quoi en faire, soit je le ressortais presque tel quel par écrit et du coup, ça marchait pas. Et là, de pouvoir utiliser justement un ton un peu humoristique, satirique, j'avais l'impression de composter ce caca-là pour le transformer en engrais. Et c'était vachement plus digeste pour moi à faire, vachement plus plaisant. Et j'avais l'impression que c'était aussi plus digeste à consommer, quoi. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai, j'aime bien comment tu expliques les choses. Mais oui, et du coup, tu vois, c'est ce que je me suis dit. Est-ce que c'est toujours compris par ton entourage? Alors là, c'est vrai que tu as su bien t'entourer, donc peut-être la question n'est pas pertinente, tu me diras, mais quand on se lance sur les réseaux sociaux, quand on a aussi des valeurs aussi militantes que les tiennes sur plein de sujets, parfois on se confronte dans notre entourage, proche ou pas proche, à des gens qui ne comprennent pas du tout et qui sont assez virulents. Est-ce que ça t'arrive? Ouais, j'ai perdu pas mal d'amis quand j'ai... Voilà. Mais c'est OK. Je suis hyper OK avec ça parce que, ouais, je me dis que c'est que c'est que peut-être on n'avait plus tant de choses que ça à partager si le fait qu'on soit en désaccord au niveau de nos croyances et de nos certitudes ou le fait que je fasse des vidéos qui sont publiques brise notre amitié, c'est que c'était vraiment peut-être très fragile, quoi. Donc je suis OK avec ça. Et à côté, ça en a créé aussi d'autres, des gens que j'ai rencontrés par le biais des réseaux sociaux ou par le biais d'événements militants et des gens avec qui aujourd'hui je me sens vraiment très proche et très en accord avec les valeurs, les façons d'être, les façons de communiquer. Donc c'est plutôt une bonne chose. Ouais, c'est une transition. Je pense que beaucoup de personnes appréhendent. Tu vois, quand il s'agit de se dire, bah, pour se sentir aimé pleinement pour qui on est, il vaut mieux être entouré de personnes qui nous correspondent mieux parce qu'on aura moins besoin de se suradapter. Et du coup, ça va nourrir justement cette sensation et ce besoin d'être aimé pour qui on est. Sauf qu'il y a un moment de transition entre finalement l'entourage qu'on avait et qui nous correspond peut-être pas autant. Et ça ne veut pas dire qu'il faut couper les ponts du jour au lendemain, pas du tout. Mais naturellement, le lien se défait avant de créer de nouveaux liens. Je pense qu'il faut avoir assez confiance en soi, malgré tout aussi pour se dire possiblement je vais me retrouver un peu seule ou avoir cette sensation de solitude sur un temps. Est-ce que ça t'est arrivé ça, de te sentir un peu seule? Ouais, je me suis senti seul pas mal de fois, sachant que en plus avec Ophélie, on habite vraiment au milieu de nulle part. On est, Je sais. il y a pas beaucoup de gens autour de nous. Et du coup, il y a eu parfois ces sensations de waouh, mais nos amis les plus proches, ils sont à 1 heure et demie de voiture ou de train. On se voit une fois tous les 2 mois. C'est euh, c'est dur. Ouais, je me suis senti vraiment seul. Euh,
plein de fois. C'est aussi pour ça que là, on prend d'autres décisions de vie pour aller dans des endroits où il y a plus d'humains. Et puis là, on a rencontré en plus des gens vraiment magnifiques tout près de chez nous. Ça doit faire du bien. Ouais, ouais, ça fait vraiment du bien. Ouais, ouais. Et par contre, nous, ce qui nous a fait du bien, c'était de. Alors, je sais pas pourquoi ça nous a fait du bien, parce que ça devrait pas. Peut-être que même ça aurait pu encore plus nous inquiéter, mais on se sentait seul à être seul, parce qu'on avait l'impression que tous les autres gens vivaient des amitiés permanentes à la Friends, à la Heartstopper. Merci d'en parler. Je pense que ça peut faire beaucoup de bien aux auditeurs, c'est Ouais, vrai. Je pense qu'il y a une sorte quand même de fantasme sur l'amitié arrivant à un certain âge. En plus, on est sur un âge où en général, bah, si on a des enfants, ben, on est pris par entre le travail, les enfants, les obligations, moins de temps aussi pour voir les uns et les autres, en fait, tout simplement. Chacun est un peu dans sa vie. Et ça, c'est aussi une réalité. Moi, on me le dit souvent, parce que moi, j'ai encore des jeunes enfants. Et tu vois, je fréquente des mamans qui sont plus âgées, donc qui ont des enfants plus âgés, et elles me disent souvent, mais on retrouve de l'amitié, des fois plus tard, quand les gens sortent un peu de leur nid, tu vois, et qu'ils font. Donc, oui, on a été, je pense, un peu trop bercés à la France. ouais. Ouais. Et des amitiés hyper vieilles, vraiment ce truc d'amitié presque d'enfance. Et en fait, Moi, j'ai des amis actuellement qui sont près de chez moi où ça s'est fait très très vite. Ça peut aller parfois très 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 vite. Une rencontre à un moment, parce que je suis allé à cette soirée jeu de société ou cette soirée chant, et Ça match. depuis ça match, quoi. C'est ça. C'est bien, ça aussi, c'est chouette. Ouais, Euh, maintenant, avec très 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 peu d'amis jusqu'à ce qu'elle ait son nouveau compagnon autour de 60 ans. Et en fait, là, à plus de 60 ans, elle commence à se faire un réseau de plein 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 d'amis hyper hyper proches. Et j'adore, je trouve ça, je suis trop content pour elle. ah, mais t'as raison, il n'y a pas d'âge pour se faire des amis. Je pense qu'effectivement, encore une fois, on idéalise l'amitié qu'on a depuis plus jeune, et on a des amis d'enfance qui peuvent rester dans notre vie, heureusement. Mais il est possible de se faire des amis à n'importe quel âge. Ouais, t'as raison. Carrément. On va terminer un petit peu sur tes prochains projets. J'aimerais bien que tu nous en dises plus, notamment sur ce 13e ouvrage, si tu veux bien nous donner Ah, voilà, l'information. Et peut-être, moi, j'avais aussi envie que tu nous dises, en fait, par rapport à toute ta sensibilité, à tout ce dont tu nous as partagé avec autant d'authenticité, est-ce qu'il y a des projets un peu de cœur que tu n'as pas encore mis en place, mais qu'on te souhaiterait d'accomplir? carrément. Alors, pour répondre dans l'ordre de tes questions, le projet qui sort en fin d'année, c'est un album jeunesse, c'est un livre-jeu avec le musée Louvre-Lens. Donc, c'est pas, ça va être très différent d'habitude. Ça parle vraiment de la nouvelle collection du Louvre, et c'est eux qui m'ont contacté. C'est pas moi qui ai C'est écrit. génial. Mais je suis très content de travailler avec eux. C'est une super équipe, Mm. et, euh, et ils et elles ont été vraiment, vraiment, vraiment top. Mais voilà, je pense que ça ne sera pas disponible partout, ce sera surtout dans le musée et tout ça. Donc voilà, c'est un projet très très particulier, très à part de ce que je fais habituellement. Et sinon, un projet actuel qui nourrit beaucoup mon cœur et qui me prend beaucoup de temps, il y a l'écriture et la mise en place du spectacle. Je suis en train d'écrire un spectacle justement sur de ma conception à aujourd'hui, et qu'est-ce que c'est de vivre dans un monde hyper, hyper, hyper genré et sexiste. Et, et, euh, et voilà, au début, vivre toutes ces injonctions sans savoir que ça en est, parce que personne n'en parle, et encore moins dans les années 90, et que après, commencer de découvrir nos privilèges, et voilà, tout ça. Et voilà, c'est hyper intéressant, effrayant, excitant pour moi d'écrire ça. Je suis très content. Ah non, c'est un beau projet, carrément. Et on va commencer à travailler avec un metteur en scène là en novembre, donc très très bientôt. Et puis moi, ouais, un de mes médias préférés du moment, pardon, c'est la bande dessinée. Et du coup, j'ai hyper 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 à cœur de passer sur ce format-là. Là, je suis en discussion avec une maison d'édition pour une BD jeunesse. Donc je peux pas trop encore en parler parce qu'il n'y a rien qui est officialisé, mais si ça se fait, je vais prendre énormément, énormément, énormément de plaisir à travailler là-dessus. C'est sûr et certain. Ouais, je comprends ça, je comprends ça. Et pour le mot de la fin, pour tous les hommes de ta génération et pas que, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire?
Qu'est-ce que j'ai envie de leur dire? Waouh! Et ben, justement, ça serait peut-être ce truc-là de il y a plusieurs choses. D'abord, c'est vraiment, vraiment délicieux d'être authentique, d'être soi-même, de sortir de tout ce qu'on attend de vous pour gagner ce tampon viril ou ce tampon garçon. Vraiment, c'est délicieux de pleurer. Moi, je pleure tous les jours. Je pleure si je vois un écureuil, je pleure si je pleure, quand je vois, Ophélie, je pleure vraiment très souvent et c'est délicieux, ça, c'est dans le corps, c'est un délice. Et je dis aux gens que j'aime, que je les aime et je parle de mes émotions et c'est mais vraiment, c'est très, très, très bon et en plus de ça, prenez conscience que en fait, tous nos privilèges, pour qu'il y ait des gens qui soient privilégiés, qui aient accès à autant de facilité et d'accès à tout, tout le temps, en fait, c'est forcément qu'il y a des gens qui payent le prix. Il y a rien qui est gratuit et du coup, quand nous, on est remplis de privilèges, encore plus hommes, blancs, hétéros, cis, enfin, vraiment, il y a plein, plein, plein de gens, qui payent la facture et quand on s'en rend compte quand vraiment on s'en rend compte, je pense que c'est plus facile, c'est plus possible en fait de vivre en sachant qu'il y a d'autres gens qui payent la facture et que c'est très 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 coûteux. Mm, mm. Bah, faites-le pour vous parce que c'est trop chouette de vivre l'authenticité. Et si vous le faites pas pour vous, aussi pour les autres, c'est pas mal. C'est pas mal. Ben, merci beaucoup Thomas. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais rajouter avant qu'on se dise au revoir? Une thématique qu'on n'aurait pas abordée et qui te semble manquante? Non, merci. Je suis très content d'avoir partagé ce moment avec toi. Moi, j'adore, ouais, j'adore ton travail. Tu le sais déjà, mais je le redis haut et fort encore une fois. Donc, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tes livres, pour tes podcasts, pour tes publications. Merci pour qui tu es. Et puis avec joie de repapoter, mais de t'écouter plus aussi. C'est la frustration de participer à un podcast, c'est que des fois, j'ai trop envie d'être plus en lien et de plus écouter, mais avec joie de se prendre un moment. Avec plaisir, avec plaisir. En attendant, je vous souhaite à tous eh bien, une très bonne journée. Merci d'avoir écouté ce podcast et n'hésitez pas à le partager et à suivre le travail de Thomas et aussi à acheter ses livres, bien sûr. Au revoir tout le monde. Salut! C'était le podcast Potentiel par Elodie Crépel. N'hésite pas à laisser une note, un avis et à le partager. Je te dis donc à lundi prochain pour un nouvel épisode. Belle journée!